Bonjour à tous, ici Virus Channel et aujourd'hui je vais me lancer dans une série qui s'appelle Apprendre le C++ avec Virus Channel. Mon but dans cette série sera mon but dans cette série sera de faire en sorte que vous compreniez le C++, que vous ayez les bases de la PO et enfin les notions avancées qu'on verra beaucoup plus tard. Dans cette vidéo, je vais vous introduire au tout premier code source de l'IDE qui va générer lui-même et je vais vous apprendre qu'est-ce qu'une variable, comment utiliser les variables, comment les manipuler, etc., etc. Donc du coup, moi pour ma part, j'utilise CodeBlock. Donc je trouve que c'est un très bon IDE pour les débutants. Moi pour ma part, j'utilise Visual Studio qui est là, mais si j'enregistre avec mon écran, il fera beaucoup trop laguer mon PC. Et donc du coup, ça ne sera pas possible quoi. Donc déjà, je vais vous introduire au tout premier code source et ensuite on verra ensemble les variables. Donc déjà, dans tout ce bazar, comment créer un projet en C++? Vous avez plusieurs icônes, vous avez plusieurs onglets à votre portée, mais il ne faut que se soucier d'un. Vous faites Create a new, qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites Create a new project, comme ceci, vous appuyez là-dessus. Ensuite, vous aurez plein d'icônes. Vous ne vous en occupez pas. Vous sélectionnez Console Application, faites Go. Ensuite, vous aurez une page comme ça, comme ceci, qui dira Bienvenue dans l'installation de la console, nanana. Donc on fait Next. Ensuite, on sélectionne le langage. Nous, on utilise le C++. Ensuite, notre projet. Donc nous, notre projet, il va s'appeler Tuto Découverte. Après, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et ensuite, vous devrez sélectionner votre chemin d'accès. Donc ça, je vous laisse faire. Personnellement, sélectionner votre chemin d'accès, voilà. Et donc ensuite, vous refaites Next. Ne vous occupez pas de ça, vous laissez tranquille et vous faites Finish. Donc pourquoi il n'y a aucune ligne de code? Parce que là, on vient seulement d'ouvrir notre projet. Donc du coup, il faut qu'on aille un peu se balader dans le projet. Donc il faut aller dans le fichier source. Et enfin, vous verrez main.cpp. Donc c'est là que va être contenu notre code. Donc vous double-cliquez dessus. Et voilà, maintenant vous avez le premier code en C++ que vous verrez de toute votre vie. Donc je vais vous expliquer ce code, ne vous inquiétez pas, il n'est pas très compliqué à comprendre. Donc déjà, qu'est-ce que cette première ligne de commande? Include youstream. Donc il faut savoir que cette ligne de commande s'appelle une directive processeur. En gros, elle permet de dire à main.cpp, tu m'inclus ce fichier pour que je puisse utiliser certaines fonctions de youstream. Parce qu'en fait, ces fichiers-là, c'est ce qu'on appelle des bibliothèques. Elles appartiennent à la Standard Template Libraries, la STL. C'est-à-dire, ce sont des bibliothèques qui sont incluses dans tous les IDE, en fait, et donc, du coup, qu'on peut utiliser partout dans le C++. En fait, obligatoirement, dans vos programmes, vous aurez toujours des include. C'est obligatoire, parce que sinon, votre programme ne pourra rien faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est manipuler des variables. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Par contre, vous pouvez mettre plusieurs includes, hein. Ça peut très bien marcher, par exemple. Voilà, mais ça, ce sont des includes qu'on verra plus tard dans les fonctions. Donc, je pense que vous avez compris qu'est-ce qu'une directive du processeur. Donc ensuite, nous avons le using namespace std. Donc, qu'est-ce que signifie cette ligne? En fait, elle veut dire tu n'inclus pas les espaces non std. Parce qu'en fait, les namespaces, ce qu'on appelle des espaces de nom, en gros, elle permet de différencier plusieurs fonctions. Par exemple, si je venais à supprimer cette ligne-là, je devrais rajouter std, devant le cout, parce que le cout appartient à la Standard Template Libraries, et std est l'abréviation de standard. Et tout ce qui appartient à la STL est précédé de std. Et je serai obligé aussi de le mettre à ndl.
Alors moi, pour l'instant, je vous conseille de laisser euh, le using namespace parce que pour vous, oups, parce que, parce que pour vous, ce sera beaucoup plus simple à manipuler. Vous n'aurez pas besoin de réécrire std devant chaque mot de la STL et votre code sera plus léger. Par contre, moi, en tant que programmeur organisé, je n'utilise pas beaucoup parce que je trouve que c'est mieux de différencier mes fonctions que je crée et les fonctions de la STL. Donc, qu'est-ce que c'est cette ligne-là? IntMain. IntMain est ce qu'on appelle une fonction. Donc, les fonctions, on les verra plus loin dans une prochaine vidéo. Donc, les fonctions, en fait, euh, non, je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Le IntMain, c'est le cœur du programme, en fait. Le main, en fait, si vous préférez, c'est le programme principal. Un code en C++ ne peut pas contenir, ne peut pas être sans un IntMain. Si vous ne voyez pas de IntMain dans le programme, c'est que le programme est faux. Il ne pourra pas fonctionner. Donc du coup, c'est obligatoire. Vous devez mettre IntMain suivi de incolade, incolade. Donc ensuite, entre ces incolades vont se dérouler le programme. Donc qu'est-ce que signifie cette ligne de commande? Donc cette ligne de commande cout hello world ender signifie tu affiches hello world dans la console. En fait, cout, c'est une fonction compliquée. On en reparlera dans la POO. Donc retenez ça plutôt comme une commande qui dit tu affiches ça. Bien sûr, il faut utiliser les chevrons allant vers la gauche. C'est très important, il ne faut surtout pas se tromper de sens. Vous ne pouvez pas faire c'est totalement faux. Vous ne pouvez pas faire comme ceci. Vous ne pouvez pas utiliser vous ne pouvez pas utiliser cette syntaxe-là. Par contre, vous pouvez très bien faire comme ceci. Donc en fait, ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va afficher Hello World. La commande ndl signifie tu fais un retour à la ligne. Donc du coup, en fait, ce qui va se passer dans la console, c'est que Hello World sera affiché comme ceci. Et ensuite, à la ligne, il y aura bonjour, comme ceci. Et non pas, voilà, tout simplement. Et donc ensuite, notre return 0 signifie tout simplement, quand on retourne 0 à main, ça veut dire que le programme s'est bien passé. Généralement, quand le programme s'est mal passé, soit on retourne 1, soit on retourne exit, failure, qui est ici là, qui s'appelle une macro, mais ça on verra plus loin ce que c'est. Bien, maintenant que nous avons eu notre premier code source, maintenant nous allons passer au sujet de la vidéo, qui sont les variables. Donc qu'est-ce qu'une variable? Une variable en fait est une mémoire stockée, est une information, pardon, stockée dans la mémoire, qui s'effacera temporairement en fait lors de l'exécution du programme. Donc nous, dans nos programmes, les variables sont stockées dans ce qu'on appelle la RAM. Donc la RAM, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire temporaire qui est principalement utilisée pour stocker des informations en cours d'exécution. Par exemple, imaginons, nous ouvrons, je sais pas, Five Nights at Freddy's, qui est mon jeu préféré. Et bien, ce qui va se passer, c'est que des variables en mémoire vont être créées pour dire, par exemple, Freddy, tu bouges vers telle cam. Ça va être une information qui va être stockée pour dire Freddy est à la cam ici. Sauf que lorsqu'on va quitter le jeu, la variable sera supprimée parce qu'elle ne sert plus à rien dans le programme. C'est ce qu'on appelle une variable. Donc je vous ai fait une brève explication, on reviendra beaucoup sur des détails plus tard. Si vous voulez, je vous mettrai un article qui explique plus précisément qu'est-ce que la mémoire d'un ordinateur. Donc déjà, il faut savoir que notre case mémoire contient plusieurs cases ayant toutes une adresse. Donc je vous mettrai un schéma. Donc elles contiennent chacune une adresse qui est décimale. Et chaque variable se déclare de cette façon suivante. Type nom est égal à valeur. Ou bien on peut déclarer type nom et entre parenthèses valeur.
C'est ce qu'on appelle une initialisation de variable. Donc, lorsqu'on initialise notre variable, la variable cherche une case mémoire où se stocker, puis enfin, elle met sa valeur dans cette case mémoire et porte le nom qu'on lui a attribué. Par exemple, imaginons qu'on veut stocker un entier qui s'appelle A. Eh bien, dans ce cas, on écrit int A. Le int va chercher une case mémoire correspondante. Puis enfin, cette case mémoire va porter le nom A contenant la valeur de A. On va dire ici qui est 10. Je pense que vous avez compris comment on initialise une variable. Mais avant de commencer la pratique, je vais vous donner des règles qu'on s'est données entre programmeurs. Vous n'êtes pas obligé de les respecter, mais moi perso, je le fais. Donc quelles sont ces règles? Pas de D majuscule en début de nom de variable. C'est très important pour moi, ça permettra à la fin de différencier les noms de classe et les noms de variables, mais ça on y reviendra à la PO. Donc pas de signe arithmétique, par exemple vous ne pouvez pas écrire int moins a est égal à 10. Et enfin, pas d'espace dans les variables, vous ne pouvez pas écrire std string non utilisateur avec un espace. Ce n'est pas possible. Maintenant que vous avez appris comment utiliser, maintenant que vous avez compris les variables, on va passer un peu à la pratique. Donc déjà, je vais vous montrer comment on initialise un nombre entier. Donc pour initialiser un nombre entier, on utilise le mot-clé int, qui s'écrit comme ceci. Rappelez-vous de la syntaxe, type, nom, valeur. Donc ensuite, on met notre nom, par exemple on va l'appeler A, et on lui met est égal à 10. Et surtout, n'oubliez pas le point virgule à la fin qui est essentiel. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, ici, on a demandé à la mémoire de stocker 10 avec le nom A. Donc une case mémoire va s'appeler A et va contenir la valeur 10. Il va contenir la valeur 10. Ensuite, je vais vous montrer comment stocker des nombres à virgule. Donc pour stocker des nombres à virgule, on utilise le mot-clé double, double, comme ça. On met son nom, rappelez-vous, type, nom, valeur. Donc on met NB, virgule, par exemple, est égal à 7.8. Alors, petit détail ici, lorsque vous initialisez des nombres à virgule, il faut utiliser le point et non la virgule. Une fois, ça m'est déjà arrivé de faire ça dans mon programme et de chercher pendant longtemps. Je me suis dit, oh, mais elle est où l'erreur, sérieux? Voilà. Ensuite, les variables avec des nombres à virgule mais inexacts, pour ça, on utilise ce qu'on appelle le float. Par exemple, NB vir inexact. Par exemple, pour ça, on peut mettre 3.33333f. Donc, lorsque vous déclarez un float, il faut toujours mettre f à la fin. Cela signifie que votre variable est une variable inexacte. Donc, c'est-à-dire qu'elle contient une valeur imprécise, pas comme le int ni le double. Ensuite, nous avons les variables permettant de stocker les caractères. Donc, pour les déclarer, on utilise le mot-clé char, comme ceci. Et puis, par exemple, on veut stocker la lettre A, mais on fait A est égal à. Mais attention, ici, il y a une petite spécialité. Vous ne pouvez pas l'écrire comme ceci. Il faut la déclarer entre apostrophes. Voilà, comme ceci. Et vous écrivez A. Donc là, votre mémoire contient une variable s'appelant A qui contient la lettre A. Tout simplement. Et enfin, nous avons une deuxième déclaration de variable, mais celle-là est un peu plus complexe. C'est ce qu'on appelle les chaînes de caractères. Donc, qu'est-ce que les chaînes de caractères? Donc les chaînes de caractères, elles permettent de stocker des phrases ou des mots. Mais ici, on est obligé de faire une deuxième chose. On doit inclure via la ligne include et on doit inclure le fichier string, comme ceci. Et alors, ensuite,
pour déclarer une chaîne de caractères, il faut que vous tapiez string, tout simplement. Et comme c'est une fonction, c'est une déclaration de variable, c'est ce qu'on appelle un objet. Comme c'est un objet qui appartient à include string, si vous enlevez le using namespace std, n'oubliez pas de rajouter std de point string, comme ceci. Sauf que moi, j'utilise le namespace std pour des raisons de clarté ici, donc du coup, bye bye std. Par contre, les objets ont la même déclaration que les variables. Par exemple, on veut stocker une chaîne qui contient. Alors ici, pour déclarer une chaîne de caractères, on n'utilise pas les apostrophes. Oula. On n'utilise pas les apostrophes, mais on utilise les doubles guillemets. Donc, par exemple, on peut dire bonjour. Voilà, vous avez déclaré votre chaîne de caractères. Donc ça, c'est les variables que j'utilise le plus souvent en C++. Donc maintenant, nous allons apprendre comment manipuler des variables. Parce que tout ce qu'on a fait là, c'est les initialiser. Donc, on n'a fait que l'initialiser. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Donc maintenant, imaginons que vous voulez changer votre A. Vous ne voulez plus qu'il contienne la valeur 10, mais la valeur 20. Votre première option serait de dire que A est égal à 20. Et bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Là, on appelle la variable A. Oh, attendez, j'ai fait une erreur. En fait, vous voyez, je viens de faire le mauvais exemple, parce qu'en fait, ici, je déclare char, qui s'appelle A, et int aussi s'appelle A. Et donc là, du coup, on a deux variables portant le même nom, mais contenant une valeur différente. Cette syntaxe en C++ est incorrecte. Il ne faut surtout pas faire cette erreur-là. Donc moi, pour ma part, je vais devoir changer en NB entier. En NB entier. Et donc, voilà ce qui se passe. Donc là, du coup, il ne va rien se passer de particulier. Donc là, normalement, vous devriez voir 20 affiché dans votre console. Donc ce qu'on va faire, on va compiler en utilisant le bouton qui est ici, Build and Run. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi il n'y a pas de le 20 d'affiché? Eh bien, c'est normal, il n'y a pas 20 d'affiché, parce qu'on ne lui a tout simplement pas demandé. On ne lui a pas demandé de s'afficher via Hello World. Et donc, pourquoi on affiche bonjour alors qu'il n'est pas la ligne suivante? Eh bien, parce qu'avant, j'ai dit, tu me fais un retour à la ligne, via le NDL qui est ici, là. Et ensuite, j'ai demandé seulement d'afficher bonjour. Donc, du coup, avant, il fait un retour à la ligne, et ensuite, il m'affiche bonjour. Donc, qu'est-ce que sont ces lignes de code ici? Process return 0. En fait, elles veulent tout simplement dire que le programme s'est bien passé. Ici, nous avons le temps d'exécution du programme qui est ici 1,308 secondes. Il y a une liste press indiquée qui continue. Mais ne vous inquiétez pas, dans votre programme, il n'y aura pas de ces lignes-là. Ces codes blocs, ils les génèrent automatiquement. Donc ensuite, vous pouvez fermer votre fenêtre. Et donc, pour afficher une variable, ce que vous devez faire, vous devez utiliser l'objet cout. Mais comment s'y prendre? Eh bien, tout simplement, faites cout. Et tout simplement, le nom de la variable. Voilà, votre variable sera affichée dans la console. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on compile? Ce qui va se passer quand on va compiler, ça va s'afficher 20. Voilà. Donc en fait, on ne va pas afficher le nombre entier, mais on va afficher 20 dans la console. Parce qu'on demande d'afficher la valeur de la variable. On peut faire pareil, hein. Par exemple, si on prend nombre à virgule inexact, voilà.
et qu'on compile le programme, vous voyez, on nous affiche 3,333333333, qui est un nombre inexact. Et on peut même afficher les chaînes de caractères. On peut faire chaîne, tout simplement. Et regardez ce qu'on affiche dans la console. On affiche bonjour virus channel. Voilà, tout simplement. Et on aurait pu faire aussi autre chose. Par exemple, string hello. Et on dit vous vous rappelez, c'est la toute première ligne qu'on avait là, affichée dans la console Hello World. Et bien maintenant, on peut dire tu m'affiches hello. Et regardez ce qui va se passer. Et voilà, on a Hello World d'affiché, mais via une variable qui est stockée en mémoire. Donc maintenant, je vais vous apprendre à manipuler vos variables. Donc par exemple, NB entier, les virgules. Les strings auront un chapitre à eux tout seuls pour apprendre à manipuler les strings et à faire ce qu'on veut avec. Voilà. Donc du coup, comment faire par exemple une addition avec nombre entier? Ce serait un peu compliqué. Nous, ce qu'on aurait envie de faire, par exemple, on veut lui mettre 10, c'est faire quelque chose comme ça. Or, cette déclaration est fausse. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est ce qu'on appelle un opérateur raccourci. Donc qu'est-ce qu'un opérateur raccourci? Un opérateur raccourci se présente... Oups, attendez. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, je m'étais trompé. Donc du coup, pour présenter un opérateur raccourci, on utilise le signe arithmétique que l'on veut utiliser, donc par exemple, nous le plus, suivi du égal. Et ensuite, vous mettez ici votre variable, plus la valeur que vous voulez lui ajouter. Et cela marche pour toutes les opérations. Que ce soit la soustraction, la multiplication, ou bien la division. Il y a aussi une autre opération qui s'appelle le modulo. Et en fait, cette opération, elle permet de donner le reste d'une division. Voilà, tout simplement. Mais cet opérateur raccourci est plus compliqué à utiliser et à comprendre. Donc, vous voulez ajouter 10 à nombre entier. Donc, ici, qui est égal à 20. Eh bien, vous le déclarez comme ceci. NB entier plus égal 10. Et là, si vous l'affichez, votre nombre entier sera égal à 30, parce qu'on lui a ajouté 10 via un opérateur raccourci. Ensuite, on peut très bien utiliser les autres opérateurs. Par exemple, ici, si on fait moins 10, eh bien, on reviendra à notre valeur initiale qui sera égale à 10. Pourquoi? Parce qu'ici, le nombre entier est égal à 20, et ici, on lui soustrait 10 via un opérateur qui est un opérateur raccourci. Donc voilà, notre variable comporte la valeur 10. On peut très bien aussi multiplier par 10. Donc ici, elle sera égale à 200. Donc ici, notre variable sera égale à 200. Et il va afficher 200 dans la console. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe des opérateurs raccourcis. Je pense que je n'ai pas besoin pour vous montrer le double et le float, ça marche. Par contre, faites attention. Le char, si vous utilisez des nombres
qu'on appellera une table Hashi. Mais il ne faut pas, je vous déconseille de l'utiliser, à moins que vous lisiez un article sur la table Hashi. Je vous mettrai un lien dans la description de qu'est-ce que c'est qu'une table Hashi. Par contre, les strings, on verra plus tard comment fonctionnent les opérateurs raccourcis sur les chaînes de caractères. Ils auront un chapitre à eux tout seuls, et il y aura une deuxième partie sur les variables, de comment interagir avec l'utilisateur, via les variables. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça où vous découvrez le C++, n'hésitez pas à me demander. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire euh, si vous en avez, bien évidemment. Je pourrais revenir aussi sur certains points commentaires que vous n'avez pas compris. Et je reste à votre disposition pour toute autre question de programmation. Et le deuxième chapitre sera consacré à l'interaction avec l'utilisateur. Voilà, c'était Virus et Janelle dans un tutoriel de programmation. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.